Hey everyone, it's Danny Haifong here. Salut à tous, c'est Danny Haifong et je suis accompagné de Scott Ritter, ancien inspecteur en armement de l'ONU et cher ami de cette émission. À l'heure où nous parlons, Israël mène d'importantes frappes contre l'Iran. Nous allons donc commencer tout de suite. Scott, peux-tu nous expliquer ce qui s'est passé ici? Que savons-nous jusqu'à présent? Et quelles sont les implications de tout cela? Eh bien, Danny, comme tu le sais, cela fait un certain temps que je dis que l'Iran s'est positionné pour devenir un État au seuil de l'arme nucléaire. L'Iran s'en est ouvertement vanté, et il agit d'une manière qui ne fait qu'aggraver le problème. L'Iran est son propre pire ennemi, et maintenant, il en paie le prix. Israël a lancé une attaque massive contre l'Iran dans le style de Pearl Harbor, en collaboration avec les États-Unis. Je pense que c'est l'un des messages importants qui doit ressortir de tout cela. Il s'agit d'une attaque conjointe israélo-américaine. Les États-Unis ont essayé de donner l'impression qu'ils s'étaient distanciés, qu'ils ne faisaient pas partie de cette opération, mais c'est un mensonge absolu. Le président des États-Unis a publié un message sur les réseaux sociaux qui l'implique directement, lui et les États-Unis, dans la planification et la préparation de cette attaque. Il est clair que les États-Unis et Israël ont conspiré pour donner l'impression qu'ils cherchaient une issue diplomatique, avec un 6e cycle de négociations prévu au Qatar dimanche, et qu'Israël retarderait toute décision concernant une éventuelle action militaire jusqu'après cette date. Les États-Unis ont contribué à entretenir cette perception, et cela visait à endormir l'Iran dans un faux sentiment de sécurité. Mais au final, l'Iran a joué avec le feu, et l'Iran en subit maintenant les conséquences. Nous allons désormais découvrir quelles capacités l'Iran possède en matière de représailles. Mais l'attaque israélienne est extrêmement sophistiquée. Je pense que j'étais dans votre émission, je sais que je parlais avec le professeur Mirandi, quand j'ai dit que lorsque cela arriverait, cela commencerait par une frappe de décapitation. Je lui ai dit en face, et je lui ai aussi expliqué comment cela se passerait. J'ai dit, l'Iran, vous savez, les Israéliens ont démontré qu'ils ont la capacité d'opérer des drones à l'intérieur de l'Iran. Nous l'avons vu lorsqu'ils ont lancé une attaque de drone contre Hania à Téhéran le jour de l'investiture. Et j'ai dit qu'ils utiliseraient ces drones pour assassiner des membres éminents de la direction iranienne. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Il s'agit d'une frappe de décapitation conçue pour éliminer les durs du régime iranien. Nous savons, et nous le savons depuis un certain temps déjà, et nous en avons discuté, que le président iranien ne souhaite pas de confrontation. Le président iranien cherche une issue diplomatique. C'est lui qui a mis un frein au lancement de True Promise 3 il y a quelque temps. Il a constamment affirmé qu'il recherchait de meilleures relations avec l'Occident et une solution négociée. Il a été vigoureusement contesté par les conservateurs en Iran, en particulier au sein de la structure de commandement des gardiens de la Révolution, mais aussi au sein de la haute direction et des organes consultatifs qui conseillent le guide suprême. Shamkhani est quelqu'un que j'ai régulièrement critiqué pour sa rhétorique irresponsable concernant le statut de seuil nucléaire de l'Iran. Vous ne pouvez pas dire à Israël que l'Iran est prêt à se doter d'une arme nucléaire à tout moment, sans vous attendre à ce qu'Israël réagisse, sans vous attendre à ce que les États-Unis réagissent. Maintenant, Shamkhani est soit mort, soit à l'hôpital, et la structure supérieure des gardiens de la révolution iranienne a été éliminée. Ils ont été remplacés, mais combien de temps faudra-t-il à ces remplaçants pour remettre de l'ordre et être capables de lancer une attaque concertée? Pendant ce temps, ce qu'espèrent les Israéliens, c'est avoir créé une période d'incertitude en Iran, afin que des voix s'élèvent pour dire « Nous n'avons pas besoin d'escalader cette situation ». Israël a déclaré
Laissez-nous volontairement de côté et laissez-nous terminer la destruction de vos installations nucléaires et nous ne frapperons pas votre production pétrolière. Autrement dit, nous vous laisserons vivre et prospérer tant que nous pourrons finir cela. Maintenant, je ne pense pas que c'est ce que les Iraniens vont faire. Mais le fait est que c'est une attaque extrêmement sophistiquée menée par Israël, montrant une fois de plus qu'Israël a pénétré l'Iran à un niveau qui n'est égalé que par sa pénétration du Hezbollah. Comment Israël a-t-il connu les adresses personnelles de tous les hauts dirigeants iraniens? Comment savait-il quand ils seraient chez eux, dans quelle pièce ils se trouveraient, afin de mener cette attaque? Cela montre qu'Israël a des sources de renseignements profondément implantées à l'intérieur. Et la sophistication de leur ciblage. Nous ne savons pas assez de choses sur les cibles spécifiques qui ont été frappées, mais nous savons qu'Israël, comme les États-Unis, n'a pas la capacité conventionnelle de détruire les infrastructures profondément enfouies de l'Iran. Mais si l'on regarde encore une fois, les Iraniens sont leurs propres pires ennemis. C'est vraiment le cas. Les déclarations faites par l'Iran, à la suite de la déclaration du Conseil des gouverneurs de l'AIOA, où ils ont évoqué ce qu'ils allaient faire. Nous allons installer des centrifugeuses avancées. Nous allons ouvrir une 3e installation souterraine. Nous allons prendre des mesures pour être au seuil de posséder des armes nucléaires. Eh bien, bon sang, dites aux Israéliens que vous allez faire ça, et ils font exploser les sites. Et ils ont frappé presque toutes les installations de surface importantes, éliminant un pourcentage significatif, plus de 70%, des infrastructures critiques de l'Iran en ce qui concerne à la fois le nucléaire et les missiles balistiques. Oui, il existe une infrastructure souterraine importante, préservée, mais dans quelle mesure celle-ci pourra fonctionner de manière viable à court terme sans l'infrastructure de soutien? Cela reste à voir. Mais il s'agit d'une attaque extraordinairement sophistiquée, complète et dévastatrice menée par Israël et les États-Unis contre l'Iran. La pérennité de cette frappe est inconnue. Je veux dire, nous avons parlé des défenses aériennes iraniennes. Il n'y a plus de défense aérienne iranienne, car l'Iran a lancé des frappes de drones qui les ont neutralisées. C'est une attaque absolument stupéfiante d'Israël, dont l'ampleur et l'échelle nous sont véritablement impossibles à évaluer à ce stade. Jusqu'à quel point l'Iran sera capable de rassembler ses ressources et de lancer une riposte. Ils en parlent. L'armée iranienne en parle ouvertement. Mais vous savez, je suppose qu'il faut attendre et voir. Quoi qu'il en soit, je vais conclure sur ce point. Il ne s'agit pas de l'infrastructure nucléaire de l'Iran. Ce n'est qu'un prétexte. Il s'agit d'une opération de changement de régime, comme je l'avais dit au professeur Miranda. Si la décision a été prise d'engager une confrontation militaire majeure entre Israël et l'Iran, il n'y a qu'une seule issue, et c'est la destruction du régime iranien. Et la seule façon pour l'Iran de survivre, c'est de détruire Israël. Voilà le niveau de guerre auquel nous sommes confrontés en ce moment. Peut-être pourriez-vous parler de certains détails de cette opération. Je veux dire, nous savons que Hossein Salami, le chef des gardiens de la Révolution, a été tué. Nous savons que le commandant-major général Mohammad Bagheri a été tué. Nous savons également que plusieurs scientifiques nucléaires ont été tués en Iran. Nous savons aussi que de nombreuses zones résidentielles ont été ciblées en Iran, en particulier à Téhéran. Nous savons que notre ami, le professeur Morandi, partageait certaines de ces images horribles. Maintenant, vous avez dit que l'Iran prépare une éventuelle riposte. Mais peut-être qu'avant d'en arriver là, vous pourriez expliquer exactement ce qui s'est passé. Nous avons des rapports selon lesquels le Mossad aurait mené une véritable opération de drone à l'intérieur de l'Iran qui a facilité ses frappes contre des dirigeants majeurs. Et bien sûr, nous connaissons les frappes contre les soi-disant installations nucléaires. Donc, peut-être pourriez-vous parler de certains détails
sur ce que vous savez jusqu'à présent concernant ce qui s'est passé. Eh bien, tout d'abord, je voudrais simplement poser une question d'ordre personnel. Donc, vous avez été en contact avec le professeur Morandi et vous savez qu'il va bien? Il va bien. Je sais qu'il m'a répondu, je crois que c'était hier, et il continue son programme. Donc je pense qu'il va bien, heureusement. Okay. No, I'm grateful because he is a friend and a colleague. Non, je suis reconnaissant parce qu'il est un ami et un collègue. Et bien sûr, je veux dire, je suis préoccupé pour tout le monde en Iran, mais la guerre frappe toujours plus durement lorsqu'elle touche des amis. Donc je suis soulagé d'apprendre qu'il va bien. Écoutez, il faut commencer toute discussion sur la situation actuelle en gardant à l'esprit que nous ne sommes qu'au premier stade d'un conflit. La vérité est la première victime de toute guerre, et les deux camps chercheront à manipuler les informations de la manière la plus avantageuse pour représenter, exprimer et soutenir leurs objectifs. C'est pourquoi j'hésite toujours à dire « nous savons ceci, nous savons cela », car en réalité, nous ne savons rien. Nous avons entendu des choses, nous avons lu des choses, mais la véritable connaissance ne vient que d'une évaluation plus approfondie de faits confirmés. Je tiens donc à préciser que tout ce que je vais avancer maintenant relève de la spéculation. Une spéculation éclairée, certes, mais cela reste de la spéculation, fondée sur un ensemble de données incomplètes et de nombreuses interprétations. Israël a affirmé que le Mossad a mené une opération très... Quand je dis qu'Israël a affirmé, je veux dire que nous avons des sources médiatiques israéliennes qui rapportent des informations provenant, selon elles, de sources bien informées au sein de l'appareil de sécurité israélien. Étant donné qu'en Israël, les médias n'ont pas le droit de publier des informations liées à la sécurité du pays sans l'approbation du gouvernement israélien. Et puisque le Mossad est l'une des agences de renseignement les plus secrètes qui existent, si vous avez une source israélienne affirmant avoir parlé à quelqu'un de bien informé au sujet d'une opération du Mossad hautement classifiée, cela signifie généralement que le gouvernement israélien souhaite que cette information soit rendue publique. Et il faut se demander pourquoi le gouvernement israélien voudrait que la connaissance d'une opération hautement classifiée, une opération qui fait écho à l'opération Spiderweb, ce que les Ukrainiens ont réussi à faire en Russie en envoyant ces vaisseaux-mers de drones et en les utilisant pour frapper des bases de bombardiers stratégiques russes, soit rendue publique. Il semble qu'Israël ait réussi à reproduire cela à une échelle encore plus grande et dispose de drones capables non seulement d'entrer sur le territoire ennemi, mais aussi d'assassiner des membres de la haute direction. Si vous regardez certains des bâtiments qui ont été touchés à Téhéran, vous remarquerez qu'ils ont des trous percés sur le côté d'un immeuble résidentiel. Comment ce trou est-il apparu? Il ne provient pas d'une attaque aérienne. Il a été causé par un drone. Donc, quelque part dans les environs de Téhéran, il y a un vaisseau-mère de drones ou des capacités de drones qui ont été activées et dirigées vers des cibles nécessitant du renseignement en temps réel, ce qui signifie que les personnes tuées ont été suivies activement jusqu'à l'endroit où elles se trouvaient. Les Israéliens avaient un très haut degré de confiance quant au fait qu'ils étaient, vous savez, dans une pièce très précise. C'est le même niveau de renseignement qui a été utilisé pour tuer Haniyeh à Téhéran. J'ai dit, s'ils peuvent faire ça, les gars, ils peuvent tuer n'importe qui. Et apparemment, c'est la vérité. Israël peut désormais tuer n'importe qui. Alors pourquoi voudriez-vous abandonner cette capacité? Parce que vous voulez créer la terreur. Vous voulez instaurer l'incertitude en Iran, surtout en ce qui concerne la compétence de ceux qui ont plaidé en faveur d'une position dure sur la capacité nucléaire de l'Iran
et sur la capacité de l'Iran à nuire à Israël. Cette capacité de drone a apparemment aussi anéanti le réseau de défense aérienne iranien, ce qui signifie que le bouclier de défense antimissiles balistiques que l'Iran était en train de construire a été neutralisé par des drones, le point faible, pourrait-on dire. Il semble également que la capacité de riposte immédiate de l'Iran, en termes de lancement de missiles balistiques déployés, les lanceurs qui étaient sur le terrain, si vous avez vu, l'Iran a camouflé nombre de ses lanceurs en camions, des camions de 10 mètres ou plus, des camions civils. Mais lorsque le moment viendra, le camion s'arrêtera, la bâche sera retirée et vous aurez un lanceur prêt à tirer le missile. Apparemment, un certain nombre de ces lanceurs avaient été prépositionnés dans la région pour frapper Israël, et ils ont été détruits par des drones. Il semble également que beaucoup de ces villes souterraines, vous vous souvenez que le professeur Morandi en avait parlé, des villes souterraines de missiles ont été touchées. Dans quelle mesure les dégâts sont importants, je l'ignore. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'Israël dispose d'un excellent service de renseignement. Et je crois qu'Israël a lancé ce qu'il considère comme un coup presque décisif contre la capacité de riposte immédiate de l'Iran. Reste à voir si l'Iran sera capable de reconstituer une capacité de riposte et de frapper à nouveau. Mais je pense qu'Israël a également pris la décision de frapper les missiles hypersoniques Fatah 2 les plus performants de l'Iran pour les neutraliser, car ce sont ceux qui peuvent causer le plus de dégâts à Israël. Mais encore une fois, le niveau de planification ici, les Israéliens préparent cette frappe avec les États-Unis depuis un certain temps déjà. Le message extrêmement irresponsable du président des États-Unis sur Truth Social, où il se vante d'avoir fourni à Israël des armes spécifiquement conçues ou destinées à tuer les dirigeants iraniens et à détruire les infrastructures iraniennes, prouve simplement que les États-Unis participent à ce processus de planification depuis un certain temps. Les renseignements mobilisés pour cela sont incroyables. Il ne s'agit pas simplement d'une poignée de Scott Ritters, assis dans un centre d'analyse du renseignement, examinant des images aériennes, des interceptions électroniques, des données à distance pour essayer d'établir une liste de cibles. Le renseignement ici laisse entendre que l'Iran a été complètement infiltré, du sommet à la base et partout entre les deux, et qu'il n'y a plus de secret. Si vous vous souvenez de l'attaque de Pajer, puis de la manière dont l'Iran a ciblé le Hezbollah, des frappes très chirurgicales, il n'aurait pu faire cela que si le Hezbollah avait été complètement infiltré, ce qui était le cas. Il a fallu des années d'opérations pour s'introduire au sein du Hezbollah. Je crois qu'Israël a réussi à atteindre le même niveau d'infiltration en Iran. Et nous en voyons la manifestation en ce moment même. Des frappes très chirurgicales et précises sur l'ensemble du spectre des cibles possibles, destinées à semer la confusion, à provoquer des perturbations et à éliminer des capacités. Je veux dire, c'est certainement une frappe très vaste. Une opération qui, je veux dire, elle est toujours en cours. Israël affirme que ce n'est pas terminé, qu'ils vont continuer. Et cela a surpris beaucoup d'entre nous. Du moins, c'est certain, tu avais prédit qu'il y aurait une frappe. Mais ce qui est si crucial ici, je ne sais pas si tu t'en souviens, Scott, le 11 avril, Donald Trump a déclaré que l'Iran avait 60 jours pour satisfaire aux exigences que les États-Unis imposaient à l'Iran. Et 60 jours plus tard, le 11 juin, soudainement, Israël mène ses frappes. Donc, les États-Unis, exactement comme tu l'as dit, c'est clairement coordonné avec les États-Unis. Israël ne cesse de le répéter. Les États-Unis, eux, continuent de nier en disant qu'ils n'étaient pas impliqués. Et puis ils diront, eh bien peut-être pour la logistique, peut-être pour ceci. Mais il semble que cela a été planifié comme une réponse à l'intransigeance de l'Iran face aux conditions américaines concernant les négociations nucléaires. Mais peut-être
Peux-tu commenter là-dessus, Scott, et aussi sur la réponse iranienne actuelle? Car comme tu l'as dit, ils ont subi un coup important. Mais selon toi, de quoi l'Iran pourrait-il être capable? Parce que Israël manifeste toujours beaucoup d'inquiétude à ce sujet. Les États-Unis sont très préoccupés également. Ce genre de frappe, Scott, semble être un prélude à ce que nous redoutons depuis plusieurs années, à savoir une guerre régionale d'ampleur, une guerre explosive qui pourrait avoir des conséquences catastrophiques. Eh bien, tout d'abord, je tiens à souligner que si vous vous souvenez des conversations précédentes auxquelles j'ai participé, avec vous et d'autres, au sujet du Hezbollah, nous avions dit, principalement en nous basant sur la confiance affichée par le Hezbollah dans son leadership, ses performances passées et ses capacités, que le Hezbollah disposait en quelque sorte d'un coup décisif en réserve contre Israël, et que si Israël attaquait un jour le Hezbollah de manière concertée, le Hezbollah serait capable de mener des frappes de précision sur l'ensemble des cibles israéliennes, etc. Mais non, Israël a pénétré le Hezbollah, a éliminé cette capacité, et il s'est avéré que le Hezbollah n'a pas pu mener les actions qu'il avait menacé d'exécuter. Il était pourtant prêt à le faire. Je dois en parler parce que, vous savez, nous avons, et j'ai, et le professeur Miranda a, et vous aussi, nous avons évoqué le danger d'un conflit avec l'Iran en raison de la capacité supposée de l'Iran à lancer des représailles qui seraient dévastatrices pour Israël. Oui, Israël pourrait lancer cette attaque contre l'Iran, mais l'Iran répliquerait avec des milliers de missiles qui submergeraient Israël, élimineraient Israël, feraient tout cela. Et nous y avons cru parce que l'Iran avait démontré sa capacité à lancer des missiles contre Israël, à frapper des cibles et à contourner le dôme de fer. Et l'Iran possède une usine de production de missiles balistiques. Ils ont mis cela en place. Il y a de la résilience et tout cela. Mais ce que personne n'a pris en compte, c'est ce qui se passe si cet édifice solide dont nous parlons, l'appareil de défense iranien, a été complètement infiltré et s'avère en réalité avoir un noyau pourri et qu'il n'y a aucune viabilité ici. Et si Israël avait réussi à anéantir la capacité de riposte de l'Iran de la même manière qu'ils ont anéanti celle du Hezbollah, je ne dis pas que c'est le cas. Je dis simplement que cela semble être l'intention israélienne. Donc, nous ne saurons pas ce que l'Iran est capable de faire tant que l'Iran ne l'aura pas fait. L'armée iranienne affirme qu'Israël a commencé, que notre réponse sera létale et d'autres déclarations de ce genre. Mais tant que cela ne se concrétise pas, tant que l'Iran n'est pas réellement capable de mettre ses menaces à exécution, il faut comprendre que l'objectif de la frappe israélienne était de détruire la capacité et de générer de l'incertitude. L'Iran a subi une perte énorme, vraiment énorme. Les hauts responsables qui ont été tués étaient au cœur de la planification iranienne et du combat politique qui se déroulait à l'intérieur du pays. On ne peut pas ignorer cela. On ne peut pas ignorer le fait qu'il y avait une lutte politique importante en Iran à propos de son programme nucléaire, d'Israël, etc. Et ces personnes, les durs du régime, sont toutes mortes. C'est-à-dire que c'est une frappe dévastatrice. Certes, ils ont été remplacés. Mais que va-t-il se passer lors du second tour? Est-ce qu'Israël va sortir et éliminer ses nouveaux responsables? Et qui sera la troisième couche? Boum! C'est ce qui s'est passé avec le Hezbollah. Nasrallah a été tué. Son successeur a été tué. Son successeur a été tué. Et finalement, le Hezbollah a cessé de nommer des successeurs et a déclaré « On arrête. C'est fini. On en a terminé. » Je pense que c'est l'intention ici. Reste à savoir si Israël sera capable de réussir. C'est une autre question. Mais la chose à savoir sur les Israéliens, c'est qu'ils planifient très minutieusement et qu'ils ont bien réfléchi à cette opération. Nous verrons s'ils peuvent y parvenir. Nous avons accordé à l'Iran, je suppose, le bénéfice du doute quant à sa capacité à tenir ses promesses.
Mais cette frappe d'Israël semble conçue pour perturber cela, pour le détruire et pour dissuader tout potentiel. Encore une fois, Israël a mis l'avenir économique de l'Iran sur la table. Si l'Iran riposte, Israël détruira les capacités de production pétrolière de l'Iran. Je veux dire, Israël a franchi toutes les lignes rouges. Que va faire l'Iran maintenant? Eh bien, un indice rapide. L'Iran dit qu'il ne participera pas aux négociations de dimanche. Eh bien sûr que non. Ils ont été démasqués comme une façade. Mais Israël a déclaré, vous savez, si notre infrastructure nucléaire est attaquée, nous nous retirerons du TNP et nous avancerons vers le statut d'État doté de l'arme nucléaire. Ils ont été attaqués. Où en est ce mouvement? Quelle est l'intention de l'Iran ici? Vont-ils se retirer du TNP? C'est une étape décisive. Vont-ils commencer le processus de conversion de l'uranium enrichi à 60% en matière fissile? Les attaques israéliennes visaient à perturber cela, à la fois en termes de discussion au sein de la direction et de capacité physique à le faire. Dans quelle mesure les Israéliens ont-ils réussi? Nous ne savons pas. Mais, vous savez, l'Iran est dans une situation très difficile en ce moment. Plus l'Iran prend de temps à réagir, plus il leur faut de temps pour organiser une riposte, et plus Israël renforce ses frappes, plus il est probable qu'un débat ait lieu au sein de l'Iran sur la prochaine étape à suivre. Car c'est une chose de dire, nous allons riposter. Mais que se passe-t-il si vous êtes le guide suprême et que l'armée revient en disant « Nous avons perdu cette capacité, elle n'existe plus, les Israéliens nous ont eus. Donc maintenant, vous êtes le guide suprême. Dites-vous, eh bien, nous allons redoubler de tendances suicidaires et continuer à aller de l'avant, en sachant qu'Israël va anéantir notre pétrole. » Que se passe-t-il pour le régime lorsque la capacité à générer des revenus n'existe plus? Combien de temps pensez-vous que le régime pourra tenir s'il y a un effondrement économique suivi d'un effondrement social, puis d'une crise politique? Parce que nous savons qu'en Iran, il existe un pourcentage significatif de personnes politiquement actives qui sont contre la véritable promesse, qui sont contre le fait de frapper Israël, qui sont contre une confrontation décisive avec l'Occident. Et que se passe-t-il lorsque les États-Unis interviennent, comme je le crois? Je pense que les États-Unis ont planifié cette attaque et ont contribué à créer les conditions qui l'ont rendue possible. Je pense que les États-Unis attendent au cas où l'Iran attaquerait des installations américaines dans la région. Nous avons le ministre iranien des Affaires étrangères qui affirme qu'ils tiennent l'Amérique pour responsable et que selon leur logique, ils devraient donc frapper des cibles américaines. L'Iran va-t-il le faire maintenant? En a-t-il la capacité? Imaginez-vous à la place d'un dirigeant iranien en ce moment. Et je ne sais pas, attribuons un pourcentage, disons que 40% de votre capacité de missiles balistiques a été éliminée. Vous essayez de préparer vos frappes, mais désormais, pour porter le coup décisif contre Israël, vous devez utiliser des ressources qui auraient pu être allouées ailleurs. Rappelez-vous ce qu'a dit le professeur Morandi. Nous avons identifié les cibles. Nous avons identifié les ressources. Nous sommes prêts à frapper maintenant. Non, ce n'est pas le cas, car vous ne l'êtes pas. Vous avez peut-être identifié les cibles, mais vous n'avez plus les ressources nécessaires. Vous devez réallouer, replanifier. Et si vous avez subi des pertes, pouvez-vous vraiment attaquer Israël et les États-Unis? Et souhaitez-vous vraiment impliquer les États-Unis à ce stade? Parce que vous n'avez plus assez de missiles pour faire les deux. Les États-Unis sont prêts à porter le coup de grâce. Nous savons que le général Kurila a déjà informé le président des États-Unis des options de frappe militaire. Les États-Unis se sont positionnés. Nous avons évacué le personnel. Nous sommes prêts à lancer une frappe militaire contre l'Iran, incluant une capacité de frappe nucléaire.
Je suis simplement ici pour te dire, Danny, qu'une fois que ce sera terminé, Fordo sera détruit. Soit les Iraniens y renoncent, soit ça va exploser. Mais cela ne se termine pas avec l'Iran qui garde quoi que ce soit. Le seul espoir de l'Iran à ce stade, le seul, c'est de réussir à porter un coup décisif à Israël, de mettre à exécution ce qu'ils ont annoncé et d'ensevelir Israël sous une vague de munitions conventionnelles qui amènerait Israël au bord de la destruction totale. Et Israël supplierait les États-Unis d'intervenir pour mettre fin à cette guerre. Mais si l'Iran n'y parvient pas, nous assistons au dernier jour du régime iranien. J'ai prévenu le professeur Morandi à ce sujet. Tu sais que je l'ai fait. J'étais dans ton émission. Et j'ai dit, tu joues avec le feu, tu vas finir par le découvrir. Oh non, on a le droit de faire ça. Toi, tu n'as pas le droit d'avoir aucune des choses que tu disais vouloir avoir, pas selon la loi. Peu importe si c'est hypocrite, ça n'a pas d'importance. Je ne fais qu'énoncer les faits bruts. L'Iran a joué, il a perdu, Israël a déclenché une opération de changement de régime, et cela ne s'arrêtera que lorsque le régime sera tombé. La seule façon pour le régime de survivre, c'est de mettre Israël en danger existentiel. Et je ne parle pas d'armes nucléaires. Je suis ici pour faire une autre déclaration. L'Iran n'aura jamais d'armes nucléaires. L'Iran ne sera jamais autorisé à avoir une arme nucléaire. Rappelez-vous, il ne s'agit que d'Israël qui attaque. Vous savez qui est meilleur qu'Israël? Vous savez qui est bien meilleur qu'Israël? L'Amérique. Nous sommes 10 fois meilleurs qu'Israël. Nous sommes mieux préparés, nous sommes plus forts, et nous ne sommes même pas encore intervenus. Et quand le moment viendra, si l'Iran joue à un jeu stupide, nous arriverons. Mais l'Iran ne peut pas s'en sortir. Voici le piège, et les Israéliens le savent. Si le régime iranien ne riposte pas contre Israël, s'il choisit la voie diplomatique, il s'effondrera de l'intérieur. La République islamique aura perdu toute crédibilité. Khamenei sera perçu comme un dirigeant faible, indécis. La théocratie sera vue comme incapable et elle s'effondrera. Il y a de nombreuses forces qui attendent, et nous en avons déjà parlé. Il y a de nombreuses forces prêtes à intervenir. C'était le cas avec Assad. De nombreuses forces attendaient que les conditions pour l'effondrement d'Assad soient réunies. Si vous pensez que les Israéliens et les États-Unis n'ont pas mené une préparation significative de la société iranienne, en accentuant les difficultés et différences ethniques, en promouvant les monarchistes et d'autres groupes comme alternatives, détrompez-vous. Tout cela a bel et bien eu lieu. Il s'agit d'une lutte existentielle pour l'Iran. Et ce n'est pas un événement mineur. C'est une attaque énorme contre l'Iran, une attaque massive contre l'Iran. Et les États-Unis n'ont même pas encore engagé leurs capacités militaires. Ce serait l'étape suivante. Si l'Iran attaque des bases américaines, nous éliminons l'Iran. Si l'Iran attaque l'infrastructure pétrolière des nations voisines, nous éliminons l'Iran. Et il n'y a pas de « Oh, le formidable système de défense antimissile iranien, aidé par la Russie, Taurus ». C'est fini. C'est fini. Ça n'existe plus. Les Israéliens ont lancé une attaque brillante. Je la condamne. Je la condamne de tout cœur. Je ne voulais pas que cela arrive. C'est pour ça que je me suis tellement énervé contre des gens comme Sonny Thang et tous les autres idiots qui disaient « parce que c'est ce qui allait arriver ». Voilà ce qui se passe quand on pense pouvoir se lever et dire « oh, on a le droit d'avoir le nucléaire ». Les gars, c'est la réalité. C'est le monde réel et c'est ce qui se passe. L'Iran a joué avec le feu et il en paie le prix. Et j'en suis vraiment désolé. Je ne voulais pas que cela arrive. C'est pour cela que j'ai dit que l'Iran n'a pas d'autre choix que de négocier de bonne foi pour, vous savez, un programme nucléaire. Mais il semble que les États-Unis n'étaient pas sérieux à ce sujet non plus dès le départ. Oui, les États-Unis utilisaient Times of Israel. Les médias occidentaux disaient, que ces négociations, en particulier les médias israéliens, servaient à endormir l'Iran
dans une sorte de faux sentiment que la frappe n'allait pas avoir lieu de façon imminente. Et nous y voilà. Eh bien, nous savions que Trump s'était entouré des personnes les plus pro-israéliennes possibles. Et nous savions que ces personnes pro-israéliennes adoptent une politique ou une posture politique qui fait de l'Iran le grand ennemi. Et nous savons qu'Israël estime qu'il ne peut pas survivre, le grand projet israélien ne peut pas survivre, tant qu'il existe une république islamique. Nous savions tout cela. Je suppose, vous savez, qu'on nous a fait croire que le gouvernement des États-Unis cherchait la paix pour se désengager du Moyen-Orient. Eh bien, mon Dieu, tante Dani, nous sommes maintenant jusqu'aux genoux dans cette affaire. Si vous pensez que des ressources militaires vont soudainement être libérées pour s'en prendre à vous, c'est de la folie. Ce que je ne sais pas, c'est ce qui se serait passé, et j'ai essayé de l'exprimer, si l'Iran était intervenu dès le début au lieu de cette stupidité. Je sais, la fierté. Je comprends la fierté. Nous sommes tous fiers. Mais les Iraniens sont arrivés en agissant comme s'ils pouvaient se battre. Ils sont venus en disant « D'accord, nous allons négocier, mais si vous ne le faites pas, nous avons ceci, cela et encore autre chose. » Vous n'avez plus rien, l'Iran. Je veux dire, qu'est-ce qu'il vous reste? Et si l'Iran était intervenu dès le départ en disant « Nous voulons un enrichissement à 3,75%, mais nous sommes prêts à faire X, Y et Z » et avait cessé toute hostilité. On a arrêté avec les Shamkhani qui sortent et font des déclarations, et d'autres personnes qui font des déclarations. On a arrêté avec la posture qui ne fait qu'agiter le drapeau rouge. Si vous agitez le drapeau rouge devant le taureau assez longtemps, le taureau finira par charger. Le taureau a maintenant chargé. Je ne sais pas si les États-Unis ont jamais été sérieux à ce sujet. Je veux dire, c'est une question légitime. C'est une question légitime. Maintenant, je vais vous dire ceci. Tout d'abord, Donald Trump a détruit la crédibilité américaine sur toute la ligne. Qui acceptera encore de négocier avec nous? Qui? Il y a des négociations difficiles à mener là-dehors. Par exemple, si vous êtes les Russes, et j'ai plaidé pour que les Russes, vous savez, s'assoient avec les États-Unis et discutent du contrôle, des armements et de tout cela. Pourquoi les Russes feraient-ils jamais cela maintenant? Parce qu'il a été prouvé que les États-Unis sont des menteurs purs et simples. Même pour quelqu'un comme moi qui prône un règlement négocié, vous savez, c'est là que c'est ironique. Vous avez peut-être raison. Scott, comment pouvons-nous même parler de négociation si les États-Unis sont incapables de le faire? Si la seule chose que les États-Unis savent faire, c'est user de duplicité pour préparer une action militaire, alors chaque nation devrait probablement supposer d'emblée qu'il s'agira d'une confrontation militaire. L'Iran aurait-il été dans une meilleure position? Je vais vous dire ceci. L'Iran aurait eu intérêt à lancer une frappe préventive contre Israël. Je veux dire, et je crois que le professeur Morandi en a parlé, pourquoi attendre qu'Israël agisse? Pourquoi donner à Israël l'occasion de le faire? Pourquoi ne pas tout détruire d'emblée et mettre Israël et les États-Unis dans l'embarras? Eh bien, la réponse, c'est que les États-Unis finiraient par utiliser l'arme nucléaire contre l'Iran, ce que je pense que nous finirons par faire de toute façon. Soit au moment où le régime s'effondrera et abandonnera volontairement cette capacité, soit nous utiliserons les armes nécessaires pour éliminer cette capacité. Mais de toute façon, cette capacité n'existera plus. Mais nous avons détruit la crédibilité des États-Unis. Nous n'avons plus aucune crédibilité. Aucune. Absolument aucune. Le tweet stupide du président restera dans l'histoire comme le dernier clou dans le cercueil de la crédibilité américaine. Parce que Marco Rubio et tous les autres disaient partout « Nous n'avons rien à voir avec ça, les mains propres. » Non, pas nous, pas nous. Le président est sorti et a dit « Non, nous planifions littéralement avec Israël depuis des années.
Nous leur donnons les armes pour assassiner des gens, tuer des gens, détruire des infrastructures. Et c'est nous qui l'avons fait. Il s'en est vanté. J'en ai parlé avec le juge Napolitano. He brags about it. I talked with Judge Napolitano. I said, if Marco Rubio was J'ai dit que si Marco Rubio assurait la défense de l'Amérique en disant non, non, nous n'avons rien à voir avec ça, blablabla, bla, bla, alors le procureur iranien arrivait et présentait la déclaration du président. Où va cette défense? Par terre, par la fenêtre. Elle n'existe plus. Donc cela condamne l'Amérique. Je veux dire, et c'est mauvais pour moi en tant qu'Américain qui ai toujours dit que l'Amérique pouvait être une force pour le bien, que l'Amérique avait le potentiel d'être perçue comme un acteur légitime lorsqu'il s'agit d'utiliser la négociation et la diplomatie pour parvenir à des résultats non violents. Tout cela est parti en fumée. Les États-Unis d'Amérique ne semblent apparemment capables que d'une seule chose, la violence. Et le président l'a prouvé. And the president has proven that.